Arménie, 11 jours après le drame, de nouvelles images, de nouveaux témoignages et le formidable élan de solidarité en faveur des Arméniens. Grève, cela pourrait s'arranger cette semaine dans la région parisienne, mais le trafic du métro restera perturbé au moins demain encore. Afghanistan, à 8 semaines de la fin du retrait de l'armée rouge, le pouvoir est à prendre. La résistance voudrait entrer dans Kaboul, mais l'aviation soviétique veille. La guerre n'a jamais été aussi cruelle. Reportage complet dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. 11 jours plus tard, l'Arménie continue malheureusement d'occuper la une de l'actualité internationale. Images, témoignages se sont succédés tout au long de cette semaine, mais chaque jour, d'autres nous parviennent encore pour mieux nous faire comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans ce pays martyrisé. Ce soir, 3 nouveaux documents. Le premier nous vient de Moscou. En marge du tremblement de terre qui vient de secouer l'Arménie, 120 000 Arméniens et Azéris, habitants de l'Azerbaïdjan, ont fui, chacun de leur côté, la violence des affrontements ethniques dans la région du Karabakh, en Azerbaïdjan. Venus se réfugier dans la capitale de l'Union soviétique, Moscou, à la recherche d'un travail, d'un toit pour s'abriter, ils sont également victimes d'une certaine incompréhension de la population russe. Dominique Thiers, Jean-Marie Lequertier. Je pense que nous avons peut-être un petit problème. Bien. Donc nous avons un petit problème de diffusion. Ce document vient de nous parvenir de Moscou. Nous allons vérifier la qualité de ce document. Peut-être est-il là. Je crois qu'il est là maintenant. Non, il n'est pas là. Donc on va passer, nous y reviendrons tout à l'heure, nous allons maintenant passer au deuxième document promis. Il a été enregistré la nuit dernière à l'aéroport de Roissy, les opérations de sauvetage étant pratiquement terminées maintenant, la démolition des villes touchées par le tremblement de terre ayant commencé, les équipes de la sécurité civile française commencent à rentrer elles également. Et ces spécialistes aussi témoignent. Ces hommes qui sont des spécialistes sont encore bouleversés par ce qu'ils ont vu et déçus de ne pas avoir pu faire plus pour ces Arméniens. Michel Monpontet, Vincent Maillard. Ils sont 154. 154 à avoir passé 10 jours, 10 nuits dans le cauchemar du plus meurtrier tremblement de terre de ce siècle. Immense lassitude de ces hommes qui se sont acharnés parfois sur des tas de gravats pour un résultat qui leur paraît aujourd'hui bien dérisoire. 15 vies sauvées. Mais ici, on parle surtout des dizaines de milliers de morts pour lesquels ils n'ont rien pu faire. Trop tard. Dans la bouche d'un de ces maîtres chiens, un aveu terrible, nos bêtes sont complètement perdues. Il va falloir recommencer leur dressage pour leur réapprendre à chercher des vivants. Aéroport de Yerevan, hier matin, le départ, le dernier rassemblement, l'embarquement. Très tiré en silence, l'impossibilité malgré le retour à être heureux, on laisse derrière soi trop de malheur sans rien y pouvoir faire. Par un hublot de l'avion, dernier regard sur l'Arménie, dans la montagne transcaucasienne, une immense faille de 50 km de long, vieille de 10 jours, une cicatrice. Paris, c'est le temps des honneurs, des caméras, une agitation qui peut paraître dérisoire après ce que l'on vient de vivre. Premier coup de téléphone à sa famille, et puis l'on parle par besoin comme pour se soulager un peu de l'horreur. Il y avait une école avec 150 enfants en dessous, et dessus il n'y avait que les petits cartables avec les petits cahiers. Les parents vous tiraient, vous embrassez vos bottes, vous embrassez le ventre, vous embrassez, parce qu'ils avaient espoir que vous alliez sortir les enfants. Vous n'aviez donc jamais fait une catastrophe d'une telle ampleur, vous êtes prêt à recommencer? Ah, certainement, oui. Certainement, parce que je crois qu'on a notre place pour aider les autres. Hier soir, ces hommes ont retrouvé après 10 jours leur foyer, mais sans pouvoir oublier 500 000 Arméniens qui ne connaîtront pas cette joie avant longtemps. Le deuxième document est composé d'images que vous n'avez pas encore vues jusqu'à présent. Elles résument les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Les grands et les petits malheurs de la population arménienne, l'étonnement, l'émotion des sauveteurs, l'impuissance également face à ce drame, le tout baignant dans une atmosphère de confusion, parfois compréhensible, d'autres fois beaucoup moins. Valérie Faugno. Quand les secours se sont dirigés vers les campagnes, les routes étaient bloquées. Ces gens fuient leur village détruit, avec le peu d'essence qui leur reste. Samedi, 3 jours après, la terre tremble encore. Ils ont peur, c'est l'exode.
la confusion. Toutes les voies d'accès sont bloquées par un véhicule ou un arbre. Ce train force la voie, tente d'avancer. Et cette équipe française n'atteindra le premier village, situé autour de Spitak, que la nuit venue. Leur repère, ce feu, signe de vie. Dans ce village, il n'y a pas de blessés. Et ces spécialistes, ces chirurgiens, se transforment en secouristes de base, dont de vêtements, de couvertures. Dimanche, autre feu, autre village. La priorité est toujours donnée aux femmes qui ont des enfants. Elle a des enfants. Oui, elle a des enfants, elle a 4 enfants. Nous, on y est aussi. Tu verras après. Cette femme n'osait pas tendre la main. Dans ce camion-là, il y a des perfusions, il y a des bouteilles de tout ça. Non, faut pas leur Elle donner. semble perdue. Tiens, oh, les fringues pour tous. Pour les enfants. Viens, attends, allez, mais nous, qu'est-ce qu'on... Mardi, dans le cortège des secours, l'armée rouge présente officiellement pour indiquer le chemin. Elle ne donne que ce qu'elle a, et cette fois-ci, ce n'était pas suffisant. Il ne reste rien. Sous la ronde de surveillance des soviétiques, l'équipe de secours ne donnera ce jour-là que de petits soins, ce qu'ils ont. Comme du chewing-gum pour les enfants, ou du lait. 1 litre par personne. Toujours pas de blessés, mais des hommes, le regard perdu. La solitude pour rencontre. Toute l'ampleur de cette catastrophe. On sauve ce qu'il reste. Nous sommes maintenant au 6e jour et l'on espère encore. Dans les décombres, il y a ceux que l'on peut voir, mais en dessous. Tant de chiffres ont été annoncés. Au début, 50 000, puis 100 000. Aujourd'hui, 23 000 corps retrouvés. La confusion est partout. La coordination soviétique des secours est contestée par Mikhail Gorbatchev lui-même. On ne sait plus comment acheminer les dons venus de l'étranger. Le dernier jour, cet homme a voulu être filmé ici, devant ce qu'il reste de son usine. Que tentait-il de nous dire ? Le 3e document dont je vous parlais au début de ce journal vient donc à l'instant de nous parvenir de Moscou. En marge du tremblement de terre qui vient de secouer l'Arménie, 120 000 Arméniens et Azéris, des habitants de l'Azerbaïdjan, ont fui chacun de leur côté la violence des affrontements ethniques dans la région du Karabakh en Azerbaïdjan. Venus se réfugier dans la capitale de l'Union soviétique, Moscou, à la recherche d'un travail, d'un toit pour s'abriter, ils sont également victimes d'une certaine incompréhension de la population russe. Dominique Thiers, Jean-Marie Lequertier. Ils ont choisi l'exode et se retrouvent à Moscou. Ils ont tous les jours le même emploi du temps qui se résume en quelques mots, demander de l'aide. Piétiner devant un bureau, expliquer son cas. Ils habitaient Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, synonyme depuis quelques mois pour les Arméniens qui y vivaient de massacres, de violences, de peur panique. Conflits religieux, culturels et politiques, le tout est imbriqué. Eux en payent les conséquences. En bus, en train, ou même s'il le fallait à pied, ils ont fui. Totalement démunis, ils quémandent à la représentation officielle d'Arménie quelques roubles pour survivre. Ils nous parleront dehors, à 2 ou 3, puis c'est l'attroupement et en quelques minutes l'entretien tourne au débat public. Qu'est-ce que vous attendez à Moscou? Je suis venu chercher de l'aide, un logement, du travail. On nous a donné 45 roubles. Oui, mais il faut bien manger, il faut bien se loger. Comment vivre avec 45 roubles? 45 roubles. Mais où vivent ces gens? Où sont-ils installés? Qui ne sont pas logés. Dans la rue, on est par terre, on est à même le sol. On s'est adressé au Soviet suprême et on nous a répondu que nous n'existions pas, qu'il n'y avait pas de réfugiés d'Azerbaïdjan, qu'on n'avait rien à nous donner et qu'il fallait retourner là-bas, à Bakou. Ils ne veulent rien faire pour nous. Les gens de la rue se mêlent à la conversation. C'est une Russe, c'est une Russe.
Oui, répond la dame, on a fait beaucoup pour vous, pour le tremblement de terre. Toi, tu es jeune, tu n'as qu'à travailler. 45 roubles, ajoute le vieil homme, ce n'est pas si mal, vous aimeriez tout avoir tout de suite. Significative cette altercation. Significative car délibérément ou non, la plupart des soviétiques ignorent le conflit sanglant entre Arméniens et Azéris. Les autorités savent qu'elles ont à gérer une réalité explosive. Plus de 120 000 personnes des deux communautés ont fui leur région pour une seule raison, la peur d'être tuées. Et ajoutons que, par crainte de nouvelles manifestations nationalistes, les blindés de l'armée rouge sont installés au point stratégique de la capitale de l'Arménie, Erevan. Et ce soir, le Parti socialiste français, dans un communiqué, s'inquiète de l'offensive soviétique contre les Arméniens, à un moment où, dit ce communiqué, toutes les énergies et les moyens disponibles doivent être consacrés à soulager les survivants du tremblement de terre. Quoi qu'il en soit, la solidarité internationale joue à plein pour secourir les Arméniens. En France et tout particulièrement à Paris, ce matin, des milliers de personnes ont apporté dans les mairies des vêtements et des jouets pour Noël. Cela dit, il faut canaliser ces élans du cœur, savoir maintenant ce qu'il faut exactement faire, parvenir là-bas et trouver les moyens d'acheminer ces secours sur place. Philippe Gassot. Les mairies de Paris ont été littéralement prises d'assaut. Elles devaient être ouvertes de 9h à 13h aujourd'hui, mais beaucoup d'entre elles ont dû retarder l'heure de la fermeture pour répondre à l'affluence. 400 tonnes ont été collectées. Devant ce succès, les mairies de Paris continueront la collecte toute la semaine. Tout devrait être sur place pour le Noël arménien le 6 janvier. L'acheminement à présent est du ressort des pouvoirs publics, ça n'est pas une mince affaire. Dès lundi, un train pour l'Arménie commence d'être chargé. Un train, c'est 600 tonnes, mais c'est très long pour arriver en Arménie parce qu'il y a un problème d'écartement de rails différent avec l'Union soviétique. Et avant la fin de la semaine, c'est un bateau pour l'Arménie, et ça c'est 4000 tonnes qui partira, j'espère, de Marseille. Et nous ferons d'autres trains s'il est nécessaire pour acheminer tout cet effort de solidarité. Partagez-vous le point de vue de la Croix-Rouge, la nécessité maintenant de faire le point et de penser plus à l'avenir? Bien sûr, et le point c'est facile, on n'en fait jamais assez. Et on n'efface pas la douleur d'un peuple. Mais je crois que nous avons été au maximum de nos possibilités. Sur 1000 sauveteurs, environ 600 Français, une trentaine d'avions, du matériel spécialisé, des milliers de tonnes transportées. L'avenir, c'est d'abord s'occuper des sans-abri, 500 000 dit-on. Ne pas les abandonner pour une quête d'un jour, aussi formidable soit-elle. Et l'avenir, c'est la reconstruction, où j'espère nous serons présents. Il y a des sismologues, des spécialistes du tremblement de terre qui sont sur place. Et il faut continuer notre aide au peuple arménien, dans la douleur avant, pendant le tremblement de terre et ensuite. Vous avez l'intention de jouer la durée? Nous avons l'intention d'essayer de faire que l'urgence ne s'arrête pas. Un cri dans le désert, vous savez, et puis après, tout retombe. Je crois que l'intérêt, c'est aussi la rencontre, malheureusement, dans une catastrophe comme celle-là, et qu'ensuite, il faut rester en permanence, accompagné. En somme, c'est faire le service à prévoir. Avant d'en venir à la France, puisque nous en sommes en quelque sorte à faire la comptabilité de la solidarité, voici les résultats encore provisoires du Téléthon d'Antenne 2. 635 000 chèques sont déjà arrivés pour une somme de 127 millions de francs sur les 185 millions promis. Je vous rappelle le numéro de CCP, 36 35 G Paris, boîte postale AFM Téléthon, 75 742 CEDEX 15. Venons-en à la France et d'abord aux grèves. Comment se présente la semaine à venir? À Marseille, les transports en commun seront en grève à certaines heures, ce qui gêne les usagers, bien sûr, en priorité, mais aussi les commerçants. Quant à cette semaine qui est une veille de fête, le maire de Marseille entend faire appel à l'armée, mais rien n'est décidé pour l'instant. Certains s'y opposent au sein même de son conseil municipal. Dans la région parisienne, la CGT, fer de lance de la grève à la RATP, a laissé entendre dans un communiqué publié au début de ce week-end que les choses pourraient s'arranger. Mais pour demain lundi, il y aura encore malheureusement des problèmes. Jean-Pierre Métivet. Ce sourire qui se fige, la lassitude des usagers. Résignés, exaspérés parfois, ils seront demain les principaux acteurs de la fin de partie qui se joue peut-être à la RATP. Seconds acteurs, des grévistes, que l'on dit irréductibles, minoritaires, mais qui parviennent à étouffer peu à peu le métro. Demain, ils votent à bulletin secret pour ou contre la poursuite de la grève. Et puis, il y a la CGT. Pour la première fois, vendredi soir, elle a insisté sur le préjudice fait aux usagers. En clair, la CGT cherche une sortie honorable à ce conflit qui devient une impasse et pour lequel le gouvernement a affirmé ne plus rien céder. Mais cette sortie pourrait être difficile, les discussions très chaudes demain à la RATP, d'autant que mardi ont lieu des élections au comité d'entreprise et la CGT espère y faire un bon score.
Les prochaines 48 heures vont donc être décisives. Mais même si le travail reprenait rapidement, il faudrait pas moins d'une semaine et demie pour retrouver un trafic normal dans le métro. Conflit encore entre le syndicat du livre CGT et les journaux du groupe Persan. Conséquence, tous les quotidiens nationaux et régionaux du groupe ne paraîtront pas demain lundi. Et puis, manifestation cet après-midi à Paris de quelques centaines seulement de pharmaciens à l'appel de leur coordination, protestant toujours contre la baisse de leurs marges bénéficiaires qui, selon eux, conduirait à la fermeture d'1 millier d'officines environ. La manifestation précédente avait réuni plus de 10 000 personnes au mois de novembre. Ce défilé avait eu lieu là, à cette époque, à l'appel des syndicats de pharmaciens. Une bonne nouvelle, il y en a tout de même. La société automobile Peugeot pourrait annoncer dès demain lundi la réouverture d'une usine à Ordin dans le département du Nord, usine qui avait été fermée en 1987. Cette réouverture pourrait permettre la création de 3 000 emplois. Devant cette accumulation de problèmes sociaux, le Premier ministre, M. Michel Rocard, aujourd'hui chez nos confrères de la Première Chaîne, s'est déclaré en faveur d'une négociation visant à introduire la notion de service minimum dans le service public. Monsieur Rocard. Quand la loi n'est plus acceptée par une population, elle est inapplicable. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord. Et comme plusieurs organisations syndicales, pas toutes hélas, mais plusieurs, ont reconnu publiquement que la question du service minimum se posait maintenant, nous allons ouvrir la discussion à cet égard. J'entends le définir contractuellement et soumettre au Parlement, si possible à la session de printemps, les résultats d'une vraie négociation, parce que c'est difficile. J'espère légiférer dans des conditions d'accord négocié. Je crains d'avoir à légiférer sans un tel accord, nous verrons. Mais en tout cas, il est hors de doute qu'il y a un besoin. La politique, le vice-président des centristes du CDS, M. Stasi, invité du forum RMC FR3, déclare qu'il est en faveur d'une liste autonome des centristes pour les prochaines élections européennes, contrairement à ce que souhaite le RPR, qui voudrait une liste commune de l'opposition. Par ailleurs, M. Stasi estime que les propos de M. Giscard d'Estaing ne sont pas convenables à l'égard de Raymond Barre, l'ancien président de la République ayant affirmé qu'en refusant de voter la censure contre le gouvernement, eh bien, M. Barre n'était plus dans l'opposition. Réunion des États généraux européens de la jeunesse, aujourd'hui à Paris, organisée par SOS Racisme. Les congressistes avaient entendu un message du président Mitterrand estimant que l'Europe doit être une terre de justice et de fraternité, accordant un droit d'asile, un droit aux minorités et aux immigrés. Harlem Désir a affirmé pour sa part que rien n'avait réellement changé depuis 6 mois pour les immigrés en France, c'est-à-dire depuis la réélection du président de la République, M. Mitterrand. Enfin, le Congrès a décidé de la proclamation d'une déclaration des droits des immigrés en Europe. La politique étrangère maintenant. Dans les territoires occupés par Israël, 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui, ce qui porte à 9 le nombre des victimes depuis vendredi. La tension est vive, formule peut-être banale, mais qui veut dire que l'on craint à tout instant, à tout moment, que des extrémistes provoquent l'irréparable, mettant un terme au tout petit espoir né de la reconnaissance d'Israël et de la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes par Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Bruno Ledreff. Espoir et désespoir en Israël et dans les territoires occupés. Espoir bien faible, celui de la main tendue. Aujourd'hui, des pacifistes israéliens ont contourné les barrages de l'armée pour rencontrer des Palestiniens. Désespoir quotidien celui-là. Nouvelle manifestation ce matin et nouvelle victime, 2 morts dans la bande de Gaza, 1 en Cisjordanie. 8 Palestiniens sont donc morts depuis vendredi. Les incidents de ce week-end sont parmi les plus graves qu'aient connus les territoires occupés depuis les débuts du soulèvement anti-palestinien il y a 1 an. À Jérusalem, plusieurs centaines d'Israéliens ont manifesté leur opposition au dialogue entamé la semaine dernière entre Américains et représentants de l'OLP. Un dialogue auquel on croit toujours aussi peu ici. Il faut que les États-Unis comprennent qu'ils ne doivent pas gêner les capacités de manœuvre politique d'Israël, affirme ainsi le ministre de la Défense, M. Rabin. Et dans le même temps, l'un des plus proches collaborateurs de Yasser Arafat indiquait que le renoncement au terrorisme ne signifiait pour l'OLP ni la fin des attaques contre des objectifs israéliens, ni la fin de la rébellion dans les territoires occupés. Le reportage que vous allez suivre maintenant va vous permettre de bien comprendre l'évolution d'un conflit qui dure depuis plus de 9 ans maintenant, l'Afghanistan.
Les soviétiques ont décidé que leur armée aurait quitté le territoire afghan à la date du 15 février 89, dans 8 semaines. Le régime en place à Kaboul, soutenu à bout de bras par Moscou, s'effondre. Le pouvoir est donc à prendre et la résistance s'y emploie. Mais la réalité est toujours compliquée. L'armée rouge s'en va, mais l'aviation soviétique continue ses bombardements pour empêcher la prise de Kaboul, qui serait interprétée comme une défaite sanglante pour l'URSS. Aujourd'hui, la guerre est donc plus meurtrière que jamais, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. Djourm, deuxième ville du Badakhshan, au nord-est de l'Afghanistan. Les troupes gouvernementales ont volontairement évacué la ville un mois avant notre arrivée. Depuis, les Moudjahidines, les combattants de l'islam, ont repris le contrôle sans jamais être inquiétés. Le bazar est tel que pouvaient le découvrir les routards il y a 10 ans, juste avant la guerre. Les boutiquiers poursuivent leur commerce, vendant des productions locales, mais aussi des denrées venues du RSS via Kaboul. On dirait la paix, pourtant la guerre est encore là, à 20 km, dans le secteur de Borak. La ville de Borak, elle, a été reprise par les Moudjahidines une semaine avant notre arrivée, après de violents combats. Depuis, elle a été bombardée une dizaine de fois par des jets venus directement du territoire soviétique. Contraste saisissant entre le bazar animé de Djourm et celui de Borak. Ville fantôme, désertée par ses habitants, l'état du centre du bazar, juste après un bombardement, montre le nouveau visage de la guerre afghane, devenue guerre des villes. Les Moudjahidines sont capables de prendre ces villes, mais n'ont pas toujours les moyens d'en assurer la défense anti-aérienne. Les bombardements de représailles sont bien sûr encore plus meurtriers ici que dans les villages. Les Moudjahidines sont très actifs. Ils occupent les fortifications sur les hauteurs autour de la ville, mais ils sont à la recherche de missiles anti-aériens contre les avions. Même s'il y avait des missiles antiaériens à Borak, ils seraient sans doute impuissants contre ces bombardements, effectués maintenant en Razmot ou à 5000 mètres d'altitude, hors de leur portée, par les nouveaux MiG-27 soviétiques. Pourtant, Borak est une victoire militaire pour la résistance. La ville a été prise en 4 heures, après neutralisation des postes gouvernementaux qui la protégeaient. Butin de cette victoire, une vingtaine de chars, des camions, des canons, des orgues de Staline et des tonnes de munitions. Mais le héros de Borak, le commandant Najmoudine et ses hommes ont dû, eux aussi, fuir les bombes soviétiques dans une vallée voisine. C'est ici qu'ils se préparent à engager ces prises de guerre dans la bataille de Faizabad, la capitale du Badakhshan, encerclée par les Moudjahidines. Pour les gouvernementaux et les soviétiques, il est capital que les métropoles régionales, comme Faizabad, tiennent, car ils savent que la prochaine étape, c'est Kaboul. Le chef de guerre de la région est le commandant Basir Khan, 38 ans, ancien instituteur, aujourd'hui à la tête de 20 000 hommes, un dixième des effectifs de la résistance afghane, basés dans des garnisons reliées entre elles par le téléphone. Basir Khan croit plus à une solution militaire que politique. D'un point de vue islamique, nous rejetons toute idée de réconciliation nationale. Nous n'avons pas à faire la paix avec l'ennemi. En fait, le gouvernement tend un piège politique aux Moudjahidines. Depuis quelques mois, les Moudjahidines entourent Faizabad. Il y en a 4000 dans les montagnes et dans la capitale du Badakhshan, 10 000 soldats de l'armée gouvernementale. Le but de Basir Khan et de ses Moudjahidines, c'est de prendre tous les postes autour de Faizabad et ensuite de s'emparer de la ville. Ignorant les propositions de paix de Moscou, dont pour eux le seul objectif est de sauver Kaboul, les Moudjahidines accentuent de jour en jour leur pression sur les grandes villes où sont repliées les forces gouvernementales. Pourtant, la victoire se fait attendre et l'hiver devrait apporter un répit aux forces de Kaboul. En effet, les cols par lesquels transitaient encore en novembre les caravanes apportant des armes et des munitions du Pakistan sont maintenant impraticables, couverts par 3 mètres de neige.
À 2 mois de la fin prévue du retrait des troupes soviétiques, l'issue de ce conflit, qui dure maintenant depuis 9 ans, est encore incertaine. La totalité de ce document vous sera présentée jeudi soir dans le magazine Résistance. On va passer à toute autre chose maintenant, au ski et à la veille du départ en vacances de Noël pour plusieurs millions d'entre vous. Eh bien, nous sommes allés dans une station de ski pour voir quelles étaient les mesures de sécurité qui étaient prises justement pour assurer votre complète sécurité pendant vos vacances. Jacques Violet. Sur les banquettes de ce nouveau télésiège à 4 places, des bidons remplis de sable à la place des skieurs. Jamais cette installation n'aura à supporter une charge aussi importante pendant les saisons de sport d'hiver. Mardi dernier, les ingénieurs de la direction départementale de l'équipement sont montés pour tout vérifier, contrôler. Une journée entière consacrée aux essais en charge avant de déclarer ce télésiège bon pour le service. Non seulement nous réceptionnons les engins pour la prochaine saison, mais en plus tous les ans nous contrôlons tous les téléportés de la même manière. On fait des essais en charge, on teste les freins, on teste les séquences électriques, les séquences d'automates, on vérifie que tout est prêt pour la saison d'hiver. Sur les matériels neufs, pas de problème. Les constructeurs sont des gens sérieux, les équipements proprement dits n'ont jamais été mis en cause. Mais certaines malfaçons et quelquefois un manque de surveillance des sous-traitants, par exemple dans le béton, les scellements, ont été mis en cause. Pour le génie civil, nous demandons qu'il y ait avec une attention particulière, à la suite des difficultés de l'année dernière, des contrôles, que ces contrôles soient faits par des gens compétents, spécialisés. Mais vous avez l'air de dire que ce n'était pas le cas avant, les gens compétents? Eh bien, les règlements existent. La rigueur pour les respecter avait peut-être pas été suffisante. Après les accidents, des mauvaises surprises sur certaines installations, il y en a eu quelques-unes. Aujourd'hui, tout a été vérifié. Pendant l'intersaison, les équipes de toutes les stations contrôlent tout. Les gares, les cabines, les caves. Ici à Villard-de-Lans, on serre les boulons après les gros travaux de l'été. On a d'abord eu un gros problème, c'est notre télécabine. On s'est aperçu que les poulies étaient fissurées. Nous les avons donc changées. Et puis nous avons eu également des renforcements de pylônes, des socles, vous voyez, de pylônes en béton. C'est les principaux gros travaux qu'on a fait cette année. Après les changements de matériel, les installations seront à nouveau contrôlées. Les stations conservent tous les dossiers techniques. 570 entreprises de remontée mécanique exercent leur activité dans 430 stations. Nous avons un parc de 3900 appareils qui est le premier parc du monde. Il a transporté l'année dernière 600 millions de passagers. Des chiffres impressionnants. Cette année, la neige est là au rendez-vous. 120 appareils neufs ont été installés pour un investissement global d'1 milliard de francs. Dès cette semaine, 14 000 personnes vous attendent sur les pistes. Les images étaient de François Granier. Si vous aimez l'inattendu, eh bien, vous allez être servi tout de suite. Parmi les animaux domestiques, on compte en France 9 millions de chiens qui, comme vous, s'apprêtent à fêter Noël. Ce soir-là, nous serons tous sur notre 31, alors pourquoi pas eux? C'est sans doute le raisonnement qu'a tenu un commerçant américain qui a ouvert un magasin de luxe pour nos compagnons. Un peu trop luxueux peut-être, à vous de juger. Delphine Delasselle. C'est tout nouveau et ça vient de sortir. Au pays du hot dog, cela pourrait s'appeler le chien chic. Pour certains, comme pour la directrice de ce magasin, rien n'est trop beau pour son toutou favori. Prenez cette gamelle en argent par exemple. Superbe, non? Mais surtout, n'allez pas demander si le chien fait la différence. La patronne vous répondra, vous la faites bien vous. Alors, pourquoi pas eux? Évidemment. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas l'habiller comme vous le feriez pour votre enfant, votre ami ou votre mari? Il y en a pour tous les goûts. Strass et paillettes pour les coquets, livres de cuisine pour les gourmands. Mais attention à votre porte-monnaie, si vous leur donnez des goûts de luxe, ils risquent fort de s'y habituer. N'en feriez-vous pas de même? You know what? I'm happy. Hooray. Et voilà, et dans l'inattendu, eh bien, je récidive, image maintenant insolite et sportive à la fois. Au cours d'un match de championnat de football en Suisse, le gardien de but de l'équipe de Sitten dégage et sans l'intermédiaire d'un de ses compagnons, il trompe son confrère d'en face. Voilà, droit au but. Je ne sais pas comment ça s'appelle au golf, en tout cas au football,
C'est un très joli coup. Et de 2. Voilà, il y avait un tiercé également aujourd'hui. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 17, le 16 et le 12 et ça rapporte 25 608 francs. Et il y avait un quartet, je suppose, qui suit tout de suite. Vous rajoutez le 19 et vous gagnez une belle somme, 216 979 francs et 80 centimes à ne pas laisser traîner sur le comptoir. Il y aura la météo tout de suite après ce journal avec des images insolites d'Italie encore, présentées par José Blanc-Lapierre. Philippe Gassot pour les dernières informations, eh bien vous le retrouvez aux alentours de 23h30. Demain matin, Télématin avec à 7h45 l'invité de Gérard Morin qui sera Madame Gisèle Moreau, membre du bureau politique du Parti communiste français. Demain 13h, William Lémergie, Brigitte Simonetta et demain soir à 20h, Christine Ockrent. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouve samedi prochain. Excellente semaine au nom de toute l'équipe du week-end. Au revoir, à la semaine prochaine.